the headsets for your use. Director General, you have the floor. Table ronde annuelle sur la question du patrimoine mondial en Afrique. Et je voudrais commencer par remercier nos hôtes cambodgiennes et le Fonds pour le patrimoine mondial africain de co-organiser cet événement avec l'UNESCO. La diversité des ministres présents ici, et je suis très reconnaissante à tous les ministres ici présents cet après-midi, témoigne de l'importance du patrimoine pour l'avenir de l'Afrique. Je souhaite saluer toutes les délégations, tous les ministres des différents pays, de Sierra Leone, de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie, Ouganda, Cameroun, Cap-Vert, Mali, Niger, Kenya et Tchad. J'espère bien que je n'ai pas oublié quelqu'un des ministres. Ça marche? Ça marche? They can't hear you. Non? The interpreters. Ça marche maintenant? Je le répète ou non? Plus proche? Ok. Mais je ne le répète pas. Non. Okay. J'ai exprimé ma profonde reconnaissance à mesdames et messieurs les ministres. Hein. Je veux le répéter, réitérer encore une fois. Le patrimoine culturel africain est en effet une ressource précieuse pour la paix et le développement durable en Afrique. C'est le message très fort des célébrations du 50e anniversaire de l'Union africaine le mois dernier, consacré à la Renaissance africaine. C'est également le point clé des débats menés au sein des Nations unies pour inscrire la culture au cœur des modèles de développement durable après 2015. Et je suis aussi très reconnaissante de la participation de plusieurs ministres, ici présents aussi, à ce débat-là à New York il y a quelques jours. La Renaissance africaine est en marche, mesdames et messieurs, je l'ai vu lors de ma participation au Forum des jeunes, en marche de la célébration du 50e anniversaire. Elle repose sur la croissance économique de nombreux pays, sur l'énergie de la jeunesse qui demande une formation et des emplois. Elle repose aussi sur la diversité culturelle et le patrimoine, les festivals, les industries créatives, le tourisme, l'artisanat. Notre rôle est justement de donner à la jeunesse africaine les moyens de libérer ce potentiel de la culture, des industries créatives comme source d'identité et de dialogue, d'innovation et de croissance. Et c'est une mission que l'UNESCO prend très au sérieux. Ladies and gentlemen, Africa, as you know that very well, is a global priority for UNESCO, and we are committed to making a qualitative leap forward in strengthening the cultural capacities of the continent. Our 15 field offices in Africa are working with national authorities to enhance heritage protection and cultural industries. We are targeting youth more and more as key actors in the protection of world heritage through training opportunities, through university scholarships, through internships and partnerships. Since 2006, African World Heritage Fund has played a very important role by mobilizing over $10 million to respond to training needs and capacity building. I see this as a strategic step to equip a new generation of African heritage professionals with the knowledge and skills they need in conservation and development. This process has started, but we need to do much more. And I wish to appeal today to all African states to contribute to this important effort. This is essential because history has not paused, and World Heritage faces a wide range of new challenges and pressures, from urbanization and development, from climate change and natural threats, as shown by the melting ice caps of Kilimanjaro, and the receding shorelines of Lake Chad that I personally went to see and to be also a testimony to that, and of course, unfortunately, from conflict situations.
We cannot stand by and watch. We must act and mobilize others to join us. This has been our goal in Mali, where UNESCO has spearheaded action to safeguard this country's millenary heritage. And let me once again state that we will rebuild and restore the heritage of Mali, just as we have rebuilt the Mostar Bridge, just as we have moved the Nubian monuments. This is our answer to extremism. We see also that the search for oil or gas is threatening natural sites. It is worth recalling, ladies and gentlemen, here that more than 50 years ago, in Egypt, the debate was quite similar. Many people thought they had to choose between culture and development, between flourishing crops and respect for a glorious history. UNESCO is dedicated to showing societies can have both. In fact, societies must have both for balanced, inclusive, and sustainable development. We do not have to choose. World heritage can be a driver for development, an enabler for sustainability. We must make this case with all societies, especially as we shape a new global development agenda to follow 2015. This is why UNESCO provides financial and technical support to creative industries throughout Africa. For instance, to underpin the distribution of audiovisual products from Cameroon, or to set up an integrated support mechanism for cultural industries in Niger. The Africa 2009 program helped create an extensive network of heritage experts across the continent. The action plan for 2012-2017 is based on the priorities you have put forward for heritage in your countries, and this document paves the way for a better future for world heritage in Africa. By sharing experiences here today, we can together help set the tone for an African Renaissance with African youth demand. Thank you very much for your attention. Thank you very much. Thank you very much, Director General, for those very important opening remarks. I would now like to request His Excellency Mr. Sokan, the Deputy Prime Minister of Cambodia and Chairperson of the World Heritage Committee, to say a few words. Madame la Directrice Générale, Excellences, Messieurs les ministres des pays africains ici présents, Mesdames, Messieurs, il m'est particulièrement agréable de prendre part aux travaux de votre table ronde annuelle pour le patrimoine mondial en Afrique. Je constate avec satisfaction que cette table ronde est la deuxième. Je me réjouis de cette continuité et j'émets le vœu que ce rendez-vous patrimonial africain devienne en quelque sorte institutionnel et se renouvelle désormais à chaque session du comité. Cette année, nous devons, comme à la 36e session, nous soucier en priorité de l'état des biens culturels au Mali. Tout le monde sait que de vrais progrès ont été enregistrés, mais notre réunion va permettre de présenter un rapport circonstancié. Son Excellence Madame la Directrice Générale Bokova vient au nom de l'UNESCO de nous donner des informations rassurantes et qui incitent vraiment à l'optimisme. Nos collègues, les membres du comité et les participants des États partis à la Convention de 1972 sont absolument solidaires avec le Mali dans sa terrible épreuve. Je suis assuré que nombreux seront ceux qui souhaitent contribuer
à la sauvegarde des biens culturels de Mali et à l'action en vue de son développement dans tous les domaines de compétences de l'UNESCO. Permettez-moi à cet égard de vous annoncer que Son Excellence, le Premier ministre Samdech Hun Sen du Cambodge, a fait construire une école aussi en Mali en son nom, à son frais, voyez, comme une modeste contribution en tant que témoignage de solidarité fraternelle. Je souhaite plein succès à notre table ronde et je reste en ma qualité de président du comité à l'écoute de nos suggestions et remarques. Le comité sera en particulier sensible à votre réflexion sur le Fonds pour le patrimoine mondial africain et sur l'avenir de la conservation du patrimoine africain. En participant à cette réunion, oui, je me sens plus encouragé des interactions entre l'Asie et l'Afrique. Récemment, vous voyez, je viens de rentrer d'une réunion dans la province de Shanxi en Chine, où j'ai rencontré les dirigeants nouvellement élus de ce que nous appelons Council of African Political Party, oui, qui vient d'être établi en Soudan. J'ai rencontré le président, le secrétaire général et le vice-président, et on a essayé d'établir une interaction plus étroite entre l'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine. En participant à cette réunion, à cette table ronde, je me sens encouragé que cette idée d'interaction devient de plus en plus concrète. Je souhaite plein succès à votre table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. I would now like to invite Mr. Sibusiso Shaba, the chairperson of the African World Heritage Fund, to make his intervention. As the Director General mentioned, this roundtable has been organized in partnership with the African World Heritage Fund. Mr. Shaba, you have the floor. Thank you very much, Chair, Your Excellency, Madam Director General, Honorable Ministers, Excellency Ambassadors, and colleagues. Thank you very much for making the time to come to this roundtable discussion on World Heritage in Africa. On behalf of the board, we would like to salute and commend your leadership role that you have played in promoting and championing the preservation and management of Africa's cultural and natural heritage. Perhaps let me take this opportunity to apologize on behalf of my ministers responsible for arts, culture, as well as in the environment in South Africa for their absence here today, but they assure me that they are well represented by a range of officials from the South African government, together with the MEC for Environmental Affairs in the Northwest Province. Let me also acknowledge a number of board members of the African World Heritage Fund who are here today, both past and present, and thank them for their presence. As you are aware, the African World Heritage Fund was established in 2006 after the endorsement by the 29th session of the World Heritage Committee, and subsequently the 15th General Assembly of State Parties to the World Heritage Convention in Paris in October 2005. The creation of the AWHF was further endorsed by the first African Union Council of Culture Ministers in Nairobi, Kenya in December 2005,
and by the African Union Heads of State Summit in Khartoum, Sudan in January 2006. The AWHF was granted the status of UNESCO Category 2 Center in 2009, and the agreement between UNESCO and the South African government was signed in January of 2010. The World African Heritage Fund is hosted by the government of South Africa on behalf of the African continent. At its creation, the main objective of the AWHF was to address challenges faced by many African state parties in the implementation of the 1972 Convention, specifically the underrepresentation of African sites on the World Heritage List. Currently, there are 960 sites on the list and only 86 from sub-Saharan Africa, and the insufficient conservation and management of these sites. Most sites from Africa are on the danger list. The AWHF also aims to create conditions on the continent which ensure that World Heritage sites play a catalytic role in socio-economic growth and social cohesion. Through the leadership provided by your governments and with the contribution of funds by many of you, the African World Heritage Fund has been able to initiate several capacity building programs on the nomination and conservation of World Heritage sites on the African continent. As a direct result, 50 new African sites have been nominated to the World Heritage List since the inception of the AWHF capacity building programs in 2008. In addition, more than 50 conservation programs and sites that needed assistance have been funded by the AWHF. The urgent need to safeguard cultural heritage in Mali, the Democratic Republic of the Congo, and the ongoing threats from mining and development activities across the continent emphasize the need to ensure that the AWHF has sufficient financial resources to effectively address these challenges on the continent. The establishment of an endowment fund has been identified as a means of ensuring the long-term sustainability of the AWHF. Currently, the AWHF endowment fund stands at $5 million and is far from the original target of $25 million envisioned at its inception in 2007. Yet increasingly, our heritage is facing far more challenges due to unforeseen conflicts and the impact from development initiatives. Heritage has an important and pivotal role to play in the development of a stable and prosperous continent. I am pleased to inform you that both the chairperson of the African Union Commission, Her Excellency Dr. Nkosazana Zuma, and the Director General of UNESCO, Madam Irina Bokova, have agreed to lead the fundraising campaign, specifically by approaching heads of states to contribute to the fund. A series of sensitizing events are planned, including during the AU Heads of Summit in Addis Ababa, this as well as this roundtable discussion, and these will lead to an international conference in March 2014. The conference, which will be entitled World Heritage and Peace in Africa, will be organized by the South African government, the AWHF, UNESCO, as well as the Africa Union. Its aims will be to discuss the role of African World Heritage places in peace and reconciliation in Africa. It will further make an appeal to raise funds for the AWHF Endowment Fund in order to make greater strides in supporting and safeguarding Africa's natural and cultural heritage. Your Excellencies, honorable ministers, and distinguished experts, I call upon the African state parties and Africa's friends to support our efforts. We would like you to support our joint initiative and consider contributing to the endowment fund in order to ensure that the AWHF is strengthened and empowered to carry out its mission. We thank you for the support and contribution to this noble cause dedicated to the promotion and management of Africa's World Heritage Sites. Thank you for your attention. Thank you very much, Mr. Shaba, Chairperson of the Board of Trustees of the African World Heritage Fund. Excellencies, distinguished delegates, we now come to the main
part of this program, the roundtable discussion with the African ministers present today, and allow me to introduce briefly the ministers who are on the table. Mr. Shekedi Khama, Minister of Environment, Wildlife and Tourism of Botswana, Ms. Amatutu Muna, Minister of Culture of Cameroon, Mr. Mario Lucia Souza, Minister of Culture, Cap Verde, Mr. Enoch Dayang Menwa, Minister of Culture, Arts and Heritage Conservation of Chad, Mr. Hassan Arero Waria, Minister of Culture, Sports and Arts, Kenya, Mr. Bruno Maiga, Minister of Culture, Mali, Mr. Khamis S. Kagasheki, Minister of Natural Resources and Tourism of Tanzania, and Mr. Jerry Ekanjo, Minister of Youth, National Service, Sports and Culture of Namibia. We also have on the table Mr. Matsura, former Director General of UNESCO, and one of the 3 patrons of the African World Heritage Fund. With that brief introduction, I would like to give the floor to the Minister of Culture of Cameroon, Ms. Amatutu Muna, to make her remarks. Thank you. Madame le Directeur Général de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les ministres en charge du patrimoine mondial, Monsieur le Directeur du Centre du patrimoine mondial, Monsieur le Président du Fonds du patrimoine mondial africain, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectifs, chers amis du groupe africain, qu'il me soit tout d'abord permis de dire tout l'honneur qui m'échoit de prendre la parole en ce lieu et circonstance à l'occasion de la 2e table ronde annuelle des ministres africains en charge du patrimoine mondial. Ma gratitude va particulièrement au gouvernement sud-africain qui a œuvré pour cette rencontre afin de débattre sur une question qui nous est chère à tous en Afrique, à savoir la conservation de nos sites classés patrimoine mondial face aux impératifs de développement économique. Nous avions déjà évoqué à l'occasion de la première table ronde tenue en 2012 à Saint-Pétersbourg, en marge des travaux de la 36e session du Comité du patrimoine mondial, cette dualité complexe à laquelle bon nombre de pays africains fait face. En effet, comme vous le savez, notre continent, riche de sa diversité culturelle et biogéographique, vise également l'amélioration des conditions de vie de ses populations. Pour ce qui est du Cameroun, l'accès à l'eau potable, aux terres cultivables et au pâturage, la réalisation des routes et ouvrages d'art, la réduction des coupures intempestives de courant électrique ont occasionné drames humains et des soulèvements populaires conduisant à la destruction des biens publics. De plus, l'activité économique est plombée du fait du déficit énergétique. Par ailleurs, le Cameroun a ratifié la Convention de 1972 au moment où les crises alimentaires et énergétiques, le coût de la vie au niveau national ne constituaient pas encore un frein au développement durable du pays. Conscient du rôle que peut jouer le Fonds du patrimoine mondial africain en termes de renforcement des capacités opérationnelles des États, de porte-voix de la position des pays africains en la matière de conservation des biens culturels et naturels, le Cameroun, sur haute instruction du président de la République, M. Paul Biya, a octroyé au titre de contribution volontaire une subvention de l'ordre de 25 millions de francs CFA, soit environ 49 000 $ au Fonds du patrimoine mondial africain afin de l'encourager dans ses missions de préservation, conservation et valorisation, vulgarisation du patrimoine mondial africain. Le Fonds du patrimoine mondial
africain, à notre sens, devra désormais se présenter comme la principale plateforme des États africains, États parties africains, en tant que centre de 2 niveaux auprès du Comité du patrimoine mondial. Pour être tout à fait proactif, ce fonds devra accompagner les différents États dans l'élaboration des dossiers d'inscription, la mise en œuvre et le suivi des recommandations émises lors des sessions annuelles du Comité du patrimoine mondial, notamment en organisant des ateliers spécifiques calés sur des préoccupations de chaque État. Dans cette optique, le Cameroun se dit prêt à accueillir toute initiative du Fonds du patrimoine mondial africain allant dans le sens de la sensibilisation, de la définition d'une véritable stratégie permettant d'assurer concomitamment la conservation, l'exploitation des ressources naturelles. Je m'en voudrais de clore mon propos sans évoquer l'un des problèmes cruciaux auxquels font face un certain nombre d'États africains, dont le Cameroun, à savoir celui de la criminalité transfrontalière perpétrée par les différents groupes armés qui, pour se financer, ont recours au braconnage des différentes espèces fauniques protégées, notamment l'ivoire des éléphants et les cornes de rhinocéros. C'est ainsi que le gouvernement camerounais, pour remédier à cette nouvelle forme de piraterie, a déployé une unité spéciale d'élite de l'armée qui assure désormais la sécurité des parcs nationaux, de même que les éco-gardes sont désormais soumis à une formation militaire en vue de renforcer leurs capacités en matière de sécurité. Il me soit aussi permis d'informer cette auguste assemblée que le Cameroun, dans les prochains jours, va abriter une conférence avec les chefs d'État sur la sécurité transfrontalière, et c'est une réunion qui regroupe 20 États de la région du Golfe. Dans le même ordre d'idées, un ensemble de textes juridiques ont été adoptés en vue de prendre en compte le processus évolutif en matière de conservation des biens naturels et culturels, à l'instar de la loi 2013 du 18 avril 2013 régissant le patrimoine culturel au Cameroun, qui intègre la notion de patrimoine mondial. Tout en maintenant l'espoir d'un développement harmonieux des pays de l'Afrique, prenant en compte à la fois le développement économique, la préservation de nos richesses culturelles et biogéographiques, je voudrais encourager toutes les initiatives visant à partager nos expériences, à tirer des leçons de celles-ci et à envisager des solutions idoines adaptées à notre contexte social, culturel et économique. Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier les pays africains, membres du comité, qui ne ménagent aucun effort pour assurer une meilleure représentativité de l'Afrique sur la liste du patrimoine mondial. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour votre profond commentaire. Mr. Ministers, ladies and gentlemen, the chairperson of the World Heritage Committee, His Excellency Mr. Sokan, has requested to leave the roundtable at this point because of some urgent commitments, and we seek your kind understanding. Thank you very much. I would now like to call upon His Excellency Mr. Mario Lucia Souza, Minister of Culture of Cape Verde, to make his comments. Merci beaucoup, Monsieur le Chairman, Chairperson, Madame le Directeur général de l'UNESCO, Madame Irina Boukova, Honorable Ministre de la Culture, Ministre en charge du patrimoine mondial, Monsieur le Directeur du African World Heritage Fund,
Monsieur le directeur du Centre du patrimoine mondial, j'ai décidé de venir ici partager avec vous quelques mots parce qu'on est en train de faire un exercice extraordinaire d'éliminer les discours et être le plus proche possible des actions. Au Cap-Vert, lorsqu'on parle du patrimoine, on parle du patrimoine culturel. Un pays qui n'a pas de ressources naturelles, ni du pétrole, ni de l'eau. Quand on parle de patrimoine, on parle de culture. Surtout, on parle d'un pays que, au XVe siècle, n'existait pas encore. Donc, c'est un pays qui est né des rencontres de culture. Un pays paradoxe qui s'appelle Cap-Vert et ni Cap ni Vert. Nous sommes un archipel sec, où la pluie est une métaphore appréciée. Aussi un pays paradoxe, parce qu'il s'appelle le Cap-Vert, mais on a 4033 kilomètres de terre et on a 700 000 kilomètres de mer. Donc, on pourrait bien changer le nom du pays et l'appeler la mer Bleue. Un pays paradoxe qui a 500 000 habitants sur 10 îles, mais qui a 1 million éparpillés pour le monde entier. Un pays paradoxe, donc 75% de la population a une âge moyenne de 25 ans. Et un pays paradoxe qui transforme le rien en presque tout chaque jour. La culture, c'est notre richesse. Et ce n'est pas un discours. On ne connaît pas d'autre. Nous parlons d'un pays qui a eu une langue officielle avant de connaître une langue maternelle nationale. C'est rare dans l'histoire, mais ça arrive au Cap-Vert. Et quand on a commencé à parler, on était entre deux langues. La langue portugaise d'un côté et les langues africaines d'autre côté. Quel destin d'un enfant qui dit, quelle langue je peux choisir? D'un côté, s'il choisissait la langue de sa maman, les langues africaines, Bantu, Wolof, Bambara et d'autres, il y avait son papa qui lui disait, toi, quelle est cette langue-là? La langue des esclaves. Mais si le garçon choisissait la langue de son papa, il y avait la maman aussi qui disait, voilà qui tu as sorti. Et avec la musique, pareil. Quand on a commencé à apprendre à jouer des instruments, on demandait quel instrument jouer. Le violon que mon papa a apporté de l'Europe, ou le tam-tam que ma maman a apporté de l'Afrique. Ça va dire que
très tôt, on a donné une importance extraordinaire à la culture, à l'immatériel, parce qu'on a pu recycler et harmoniser tout ce qu'on a reçu. Et on a appris très tôt que la tolérance, c'est très important, que la paix, c'est très important, que la stabilité, c'est très important. On a appris très tôt que la culture, c'est surtout respecter l'autre, qu'il n'existe pas culture sans l'autre. Et on a appris très tôt que donc, pour survivre, il fallait une belle gestion de ce patrimoine. Lorsqu'on parle du patrimoine au Cap-Vert, on ne sépare pas le matériel du immatériel. Parce que tout ce qu'on a, même quand on parle du patrimoine naturel, c'est une interprétation culturelle du paysage, de ce que la nature nous a donné. Je veux partager avec vous seulement, pour tout ça, comment on fait la gestion des sites, par exemple, au Cap-Vert. On a décidé, à la rencontre des normes des sites patrimoine, de créer une espèce de comité qui s'appelle curadoria. Donc on a un curateur, un curador, un curator, qui fait la gestion intégrée du site. Fait la gestion du patrimoine, de la bibliothèque, de l'archive, des écoles primaires, des théâtres, des salles de spectacle, des restaurants, des tourismes, de tout ce qui se passe autour du patrimoine. Et cette institution, elle est composée des universitaires, mais aussi des locaux, des enfants, des professeurs, des prêtres, de tout le monde qui travaille sur le site patrimoine. On a de très, très bons résultats avec très, très peu d'argent. Parce que tout est volontiers, mais on a une grande indépendance. Dans ce site, on va créer l'école africaine du patrimoine intégrée. Soit là, on apprend à faire la gestion du patrimoine, en même temps, on apprend à monter les dossiers de candidature, mais aussi on apprend, par exemple, comment nettoyer une pierre. Et on est là pour partager avec tous les pays africains notre expérience. Encore, je tiens à remercier profondément le Royaume de Cambodge pour cette réception, remercier la Madame Directeur Générale de l'UNESCO pour soutenir les pays africains et de sa présence ici, et aussi vous remercier de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Ministers, distinguished delegates, the Director General of UNESCO, Mrs. Bokova, would have to leave at this point. She has a bilateral meeting with the Minister of Culture of Cambodia, so we seek your kind understanding. And we will continue with the round table and invite Mr. Enoch Dayang Menwa from Chad to make his comments. Mr. Minister. Excellences, Monsieur le Président, Madame la Directrice de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables invités, c'est l'occasion pour nous de remercier le Cambodge, le Fonds africain également pour cette organisation. Le Tchad a ratifié la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel en 1999. La loi du 16 septembre 1998 entérine cet engagement. Pour être en conformité avec les clauses de la dite convention, le gouvernement du Tchad, par arrêté du 5 mars 2004, a mis en place un comité interministériel devant réfléchir sur la mise en œuvre de la Convention, puis s'en est suivi en juin 2005
la tenue d'un séminaire de sensibilisation sur la Convention de 1972. À l'issue de cette rencontre, une liste des biens patrimoniaux répondant à au moins un des critères d'éligibilité sur la liste du patrimoine mondial a été établie. Il s'agit des biens matériels comme les gravures et peintures rupestres de l'Enedi et du Tibesti, les curieuses mines de fer de Télé-Nugar, le site métallurgique de Bégon 2, les ruines de Ouara, et aussi des biens naturels comme le parc national de Zakouma, le lac Tchad, les lacs Ounianga, le site à hominidés ancien du Djourap. Des biens mixtes également, comme la région d'Arché, avec son art rupestre. 2 dossiers concernant les lacs d'Ounianga et la région d'Arché ont été envoyés au Centre du patrimoine mondial en 2006 pour son inscription dans un premier temps, mais malheureusement, ces dossiers comportaient des lacunes et n'ont pas pu aboutir. Dans le domaine naturel, l'État tchadien a mis sur pied un certain nombre d'instruments juridiques à la mise en pratique de la Convention de 1972, à savoir un arrêté du 5 mars 2004 portant création d'un comité chargé de suivi et de la mise en œuvre sur le patrimoine mondial. Un autre arrêté du 12 septembre 2011 portant création du comité local d'organisation et d'exécution chargé de la mise en œuvre des activités du plan de gestion des sites des lacs Ounianga. Un décret également a été pris du 15 décembre 2010 et du 7 février 2012 portant classement et protection des sites des lacs Ounianga en sites naturels. Une brigade a été mise en place pour la surveillance du parc national de Zakouma, doté des moyens adéquats. Et la signature d'un accord de partenariat en juin 2010 entre le gouvernement tchadien et l'African Park Network, une ONG sud-africaine dans le domaine de conservation et de protection de parc national de Zakouma. Nous avons également pris une loi en juin 2008 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques. Le site de Dounianga a été préparé en 2006 pour son inscription sur la liste des patrimoines mondial de l'UNESCO en 2006, mais il comportait des lacunes dont il faut attendre le 1er juillet 2012 à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour que ce site soit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est à souligner les efforts inlassables des plus hautes autorités du Tchad qui n'ont lésiné sur les moyens à mettre en place pour la réussite de ce dossier. L'enthousiasme du peuple tchadien en général et celui de communautés locales en particulier a atteint son paroxysme, d'autant plus que l'accueil réservé à la délégation rentrée de Saint-Pétersbourg a été à la hauteur de l'événement. Sur le site, avec l'affluence des touristes, la population et les autorités administratives et communales s'acharnent à la protection de cet héritage. Des activités de mise en valeur de ce site sont entreprises par le comité local, en association avec la population locale et la mairie de la ville. Ce sont notamment des activités de nettoyage, de repérage et de délimitation du site par des panneaux signalétiques et de sensibilisation sous la supervision du comité national scientifique. Un budget a été inscrit dans la loi de finances 2013 par le gouvernement de la République du Tchad pour la mise en œuvre progressive de ce site. Dans le domaine culturel, la région d'Arché est en préparation pour sa proposition d'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. L'occasion est toute indiquée pour nous
d'exprimer toute notre gratitude à tous nos partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour le classement des sites de Nyanga comme site du patrimoine mondial et qui continuent toujours à appuyer le Tchad dans le processus de proposition d'inscription d'autres sites tchadiens tels que le parc national de Zakouma et la région d'Arché. Nous citerons entre autres l'UNESCO, l'UNC, l'Université de Cologne en Allemagne. Nous n'oublierons pas le Fonds du patrimoine mondial africain qui a initié en collaboration avec l'École du patrimoine africain un programme de formation sur les préparations de propositions d'inscription d'un site dont 4 Tchadiens ont pris part à la 3e édition à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 1er au 12 avril 2013. 2 sites ont été présentés par la délégation tchadienne. Il s'agit du parc de Zakouma et de la région d'Arché. Ces réalisations énumérées si haut ne sont pas exemptées de difficultés. L'on peut citer entre autres l'insuffisance du personnel qualifié, le manque de moyens matériels et financiers, l'inaccessibilité de certaines régions pendant la saison de pluie. Le Tchad a des défis à relever, ce qui comporte à renforcer les capacités de ressources humaines existantes, à doter de moyens matériels et financiers pour la poursuite des activités dans le domaine de la mise en œuvre de la Convention de 1972. Merci pour votre attention. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. I would now like to call on Mr. Hassan Arero Waria, Minister of Culture, Sports and Arts of Kenya. Thank you very much. Your Excellency, Ministers, government and heritage officials from Africa, ladies and gentlemen, mine is first on behalf of the Kenyan delegation to thank the organizers of this conference and also to thank the Kingdom of Cambodia for their warmth and welcoming attitude to all of us. I was just thinking that if Africa had 86 sites in its 50 years, then it was listing about 1.8 sites per year. Africa is the cradle of humankind, and we believe that cradle is in Kenya, so South Africans and Ethiopians are not listening, I think. But for a continent which is the home of humankind, the home of the Egyptian pyramids, the home of Aksum, the continent of the Great Shaka, to have only 86 sites, I think something is wrong. And probably it is time to reduce the bureaucracies so that we can have more African sites listed. And also it's also time to encourage the diversity of the listings. Probably most of these sites listed are built environment, monuments, and so on and so forth. What about African landscapes, some of which are cross-border? So I hope we will be able to look at that. I had a list of things which were mentioned on the challenges or opportunities facing the heritage sector in Africa, especially conflicts. And as African ministers, we must all condemn in its fullest what happened in Mali, the destruction of our collective heritage. If you're an African student of history, you must have read Timbuktu. So that destruction of that is destruction of our heritage. But we must at the same time support restoration and reconstruction. We come from a region whose neighbors is Somalia. For the last more than 20 years, Somalia was never presented at UNESCO. The country is undergoing reconstruction and redevelopment, and as partners, as African colleagues, we must give a hand to Somalia as it puts in order its country, especially the heritage sector. Southern Sudan also is our neighbor, whom again have come out of conflict, which has been devastating. But it will be important to build that country around the issues of building their heritage.
the big issue for us and for many African countries in the African Renaissance is conservation versus development. In Kenya, we have various projects coming up. We have oil exploration. We have road infrastructural development, not only within Kenya, but infrastructure that will link Kenya, Sudan, Southern Sudan, Ethiopia, to open up the region. There will be no African Renaissance without Africa opening up, without Africa opening up internally, but also opening up cross-border. So the challenge is the balance, and we're very keen as a government in Kenya to carry out impact assessments, which are scientifically driven impact assessment, in relation to the kind of development that we require. And I'll give you an example of the oil exploration, where the heritage sector in Kenya got involved directly, and we came up with a procedure which can be copied in other countries. I think it's been copied in Ethiopia, what we call fossil avoidance procedure, where we diverted the oil exploration from key areas of fossils that we know is of importance to the nation's scientific and historical foundation. The other key issue in Africa is funding, especially inadequate funding in government, and culture, if you rate it, comes, if not bottom, probably bottom 3 or 4. The same issue in Kenya. But what we're trying to do is, as much as possible, also bring in the private sector and to see how we can support that, set up funds, endowment funds, and other support mechanism. But also we are very grateful to Africa World Heritage Fund, who supported us, especially who supported us when we were doing the nomination for the Kenya Lake System, which eventually made to the list. So thank you very much for that. We can't do it alone as government. We must, in Kenya, we strongly bring in the private sector. There's now a law in Kenya of public-private partnership. So we hope that will help us enhance the heritage sector in Kenya. Community engagement is the key issue. When we got all these new sites inscribed, one of the first things we were asked is, yes, yesterday we were not World Heritage, today we are World Heritage. What is the difference? Does it come with money? Does it come with new opportunities in terms of employment? What is the tangible benefit? Is the question we get asked in Lamu, is the question we get asked in Mombasa, where we have Fort Jesus, and so on and so forth. But also, you cannot conserve these sites without engaging the community fully. African community, the youth are more than the old, and the old have a lot of knowledge that the youth don't have. How do we bring them together so that we form a platform for conservation that is sustainable? That is one of the key, I think, areas which will affect all the African countries. Capacity building in the heritage conservation is key, is a key challenge. And I have a colleague here from the Center for Heritage Development in Africa, which did a lot of good work for us. But we need to strengthen such bodies. The Center for Heritage Development in Africa is not at its best at the moment. We need to encourage such bodies so that the heritage training, which is a very specialized area, especially in areas of conservation, continues hand in hand. If you don't have experts, then what are you conserving? And then there's the general lack of awareness of what conservation is about. In fact, in some places, people think conservation is retrogressive. It is stopping them from developing 10-storied buildings, that development is going upwards. It's not conserving what you have. So there's a need for public awareness, outreach programs, which I think is an area we really need to strengthen as a country in Kenya, but I think generally in Africa. But the big one for me and for Kenya is youth and heritage. If we don't engage with the youth in Africa, I think there was an article recently in The Economist saying that the next big explosion is not a bomb, is the youth. If we don't
channel the energy of the youth in the right direction, then there will be a lot of challenge. And in a quickly urbanizing Africa, in a very youthful Africa, if we don't engage the youth and if we don't enhance youth and heritage programs in Africa, the future of this heritage will be in great peril. So I just want to end by saying Kenya has actively supported the activities of the African World Heritage Fund, and we are more or less persuaded to host them next year in December. Finances, if finances are supportive. Thank you very much. Thank you, Minister, for those very interesting comments. Excellencies, ladies and gentlemen, I would request your indulgence to leave at this point because the afternoon session of the committee will be starting in the plenary room, and I will leave you in the good hands of my colleague Lazare Lundu. Lazare. Merci beaucoup, Kishore. Donc, je voudrais sans tarder donner la parole maintenant à M. Bruno Maïga, le ministre de la Culture du Mali. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je voudrais sacrifier la tradition en commençant par remercier les enjeux du patrimoine face au développement économique, des conditions de vie des populations par les projets, les investissements visant à l'essor économique. Chez nous au Mali, les problèmes ne se posent pas en ces termes en ces jours-ci, même si le gouvernement a fait exigeant de tout investisseur de présenter un rapport d'études environnementales et culturelles sur le site où il souhaiterait son usine, où il souhaiterait faire des explorations. Au Mali, le patrimoine est aujourd'hui en péril dans le septentrion et à l'acharnement djihadiste sur classé au patrimoine mondial, Gao et Tombouctou. Et c'est ainsi à Saint-Pétersbourg l'année dernière, le tombeau des Askia de Gao et les mausolées de Tombouctou ont été classés du patrimoine en péril. Et nul n'a été insensible à l'appel ô combien émouvant lancé à Saint-Pétersbourg pour la sauvegarde du patrimoine malien face aux actes barbares des djihadistes. Il y a un an, Madame Diallo est partie. Le monde entier, ce n'est pas moins sensible que... Mais moi, je souhaiterais aujourd'hui pleurer de joie. De joie en ce sens que cette mobilisation autour du patrimoine au Mali, faiblir, est en train de concrétiser davantage ce qui a suscité parmi les populations maliennes, particulièrement les populations directement touchées qui sont les Gao. Et donc, joie non encore à dire ô combien l'espoir est aujourd'hui et combien grande est notre satisfaction
de reconnaissance face à cette sollicitude dynamique et très internationale. En février dernier, nous avons à une journée spéciale consacrée au patrimoine culturel du Mali à Paris, l'UNESCO, en collaboration avec le gouvernement français et du gouvernement du Mali, qui a donné lieu à un projet de plan d'action qui a été validé, qui rassemble l'ensemble des activités pour sauver ce qui peut l'être et promouvoir ce qui n'a pas été touché. Je dis bien sauver ce qui peut l'être parce que c'est essentiel. À Tombouctou, nous avons les manuscrits. Il y a des manuscrits qui sont partis en flammes, suite au feu mis à l'Institut par les occupants qui avaient décidé d'y siéger. Et donc, dans leur débandade, tout ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire, c'est de quelques 2000 à 3000 manuscrits ici disparus. Ceci est désormais irrécupérable. J'ai dit sauver ce qui peut l'être, c'est continuer ces travaux de numérisation qui avaient été entrepris, c'est reconstruire ces mausolées des mains expertes des compétences qui n'ont pas encore disparu, eux. Et si tout ceci fait l'objet de ce plan d'action, donc, largement partagé par l'UNESCO et les partenaires bilatéraux, et dont la mise en œuvre ne saurait. Il y a une dizaine de jours, un séminaire à Bamako sous l'égide de l'UNESCO. C'était une étape de visite sur le site de Tombouctou. Et puis constater des visu ce qui est fait et qui, Inch'Allah, sera fait. Maintenant, de ce que fait l'UNESCO. Nous avons été très sensibles à la grande part réservée à la sauvegarde du malien dans la résolution 2100 votée en avril le Conseil de sécurité de l'ONU et qui met l'accent sur la nécessité en charge dans toutes les entreprises de reconstruction du Mali le volet culturel. Parce que l'attaque des djihadistes a été lourdement ressentie dans leur chair et dans leur âme, parce que c'est une partie même qui a été attaquée et touchée, une partie de nous-mêmes qui a été attaquée et détruite. Donc nous nous réjouissons beaucoup de l'action faite à la sauvegarde du patrimoine aussi, lors des bailleurs de fonds à Bruxelles, qui a tenu à mettre un pied sur les efforts à faire pour restituer le patrimoine malien afin au peuple du Mali de retrouver toute sa dignité économique par les djihadistes. Voilà ce que je voulais en quelques mots dire sur la situation actuelle du patrimoine, en adhérant notamment à ce que vient de dire mon prédécesseur du Kenya. Je crois la nécessité de la jeunesse à la gestion du patrimoine. Et ceci est envisagé chez nous par la chaîne d'une éducation au patrimoine fondamentale. Il y a quelques activités par-ci déjà par-là, par-ci par-là, mais ceci
incessamment par l'introduction d'un cours intitulé Patrimoine à l'intention de nos enfants, avec cette idée de patrimoine à préserver et à promouvoir. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Même si vous n'avez pas, dites que vous n'avez pas versé l'investissement personnel que vous mettez à ce que le Mali reconstruise son patrimoine. Nous en sommes très reconnaissants et surtout d'être venu ici. I would like now to the floor to His Excellency Kagasheki, the Minister of Natural Resources. Your Excellency, you have the floor. Thank you. Thank you very much. Distinguished invited guests, regrettably, I'll start my statement stating that I regret the fact that the Director General has left the room, and I thought her presence in this meeting would have been very important, or rather I would say a very important meeting here, because normally we as Africans, we meet about our problems, and I thought actually a very good opportunity today and in this round to actually talk to the director of UNESCO and tell her exactly what our insofar as the agenda is concerned, because here actually we are talking about the challenges of development on one hand and conservation. And I think her listening to what is African countries and the dilemma that when it comes to the issues of conservation as far as human heritage is concerned and development, and with the pressures that we have in our own countries from our people, a very, very important opportunity, at least for the director, to take these things into account. Now, I'm saying this not in bad faith at all. I respect everything that UNESCO is doing for our country, the developing countries. But I have my doubts. Actually, a meeting was involving ministers from, I wouldn't want to mention them, whether she would actually, she has left. Now, having said that, distinguished friends, as far as Tanzania is concerned, we think the theme that we are addressing is of great relevance. Charged with responsibilities that are a mission, which we actually exceeded ourselves, of conservation, protection, and promotion for the benefit of mankind. But on the other hand, with the challenges of development that are the growing population of our people, as my colleague from Kenya here had said a while ago, but also development challenges in general. To be more specific, we have been actually with the World Heritage on a number of issues, and of recent, for example, there are issues Selous Games Reserve in Tanzania, which is largest in the world and maybe the largest in Africa. And we have actually a number of challenges as far as Selous is concerned. You have minerals there, but you have also other things like wood, where, of course, people are talking about required energy for our development in Tanzania, and maybe the biggest source in terms of energy in Tanzania. Now, we are faced with this of conservation, which is very important, and for it, and conservation is not an end. Of course, it's a process to other larger and for humanity.
but the dilemma that we are actually being faced, as I said, you have expansion in terms of the growth, rather, population of the people, and therefore the demands, this growth in population, apart from the youth, but of course the middle-aged people, the development-related and how do you strike a balance? As I said, we have the Sulu as a case in, of course, there is uranium, and we do thank the World Heritage Committee, St. Petersburg. Of course, they were able to say that the project can proceed, but it is not itself, it's just on the fringes of the Sulu, the game reserve, though it touches on some which we said will be compensating, and this has been reported to UNESCO as requirements which were made in St. Petersburg. We are faced with a situation as Tanzania, for example, the challenge of developing hydroelectric power, again in the Sulu. Stigler's Gorge, this is not a new thing. The history of Tanzania and those who have followed the history of Sulu is something that when I was born, I mean, it was even started by the British, the colonial masters of Tanzania. See the light of the day, but as it was envisioned then, and it was foreseen that will be a source of electricity in Tanzania. Now, we haven't actually gone very, very far, not being reported in the various newspapers, but the intention of seeing if something could be done, and of course UNESCO will be informed as appropriate. But again, it is not so much because we want in contravention or contrary to what the convention says, but it is out of the pressure we are faced with in terms of the development. And started is the question of the dilemma between, on one hand, which is very critical and which is very important, must not be compromised. But on the other hand, you have demands of development, which of course people precious, and because the politics of the countries and political parties that we have, definitely we have positions and different outlooks. Now, how do you harmonize which are different in terms of the development on one hand and the issues of conservation? Some of you recall, as far as the Serengeti National Park is concerned, a lot in international press and a lot of outcry from UNESCO and other sources in so far